Salut tout le monde! Comment ça va? OK, je suis vraiment excitée ce matin parce qu'on reçoit Patrick Bourgon, un entraîneur adjoint du Rouge et Noir d'Ottawa dans la LCF, la Ligue canadienne de football. Comme tous les mardis, je m'appelle Alex, j'anime la série Passion contagieuse. J'essaie de trouver tout le temps des mentors qui ont différents toutes les semaines, bien sûr, mais surtout des gens qui adorent leur métier pour pouvoir vous aider à trouver le métier de vos rêves. Sur l'application Academos, parce que c'est Academos qui propulse Passion contagieuse, il y a 3000 professionnels disponibles qui peuvent répondre à vos questions. Puis là, ce matin, on parle avec un de ces professionnels-là qui s'appelle Patrick. Préparez vos questions, puis on va le faire rentrer Patrick dans 2 petites secondes et on va pouvoir lui parler en live. Je vous invite à poser vos questions aussi en commentaire. Je vais les voir. Donc, allô, Pat? Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ouais, ça a été un processus de se connecter, mais... Ah oui, il faut faire avec la technologie. Donc, on est en live ensemble, mais c'est pareil comme si on était un à côté de l'autre. On pourrait même faire comme... Ah non, l'autre bord. On peut-tu faire... Non! Yes! Et voilà. Fait que, bon matin, Patrick. Je suis super contente de t'avoir avec nous. Ben, merci à vous. Merci à vous. Puis, tu es entraîneur adjoint pour le Rouge et Noir. C'est comment ce job-là? D'abord et avant tout, le métier d'entraîneur dans le sport, c'est de développer des individus dans leurs habiletés ou même en tant que personne. Donc, souvent, il y a l'impression que le métier d'entraîneur, c'est de vaincre nos adversaires, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus important, ce n'est pas nécessairement vrai. En bout de ligne, un entraîneur, c'est un enseignant. D'abord et avant tout, un enseignant. Puis ton but, c'est de t'assurer de développer chacun de tes joueurs, chacun des individus au maximum. Ça, c'est ce qui est primordial. Mais si tu te demandes concrètement, par contre, donc dans le fond, nous, notre horaire est divisé en 3 au courant de l'année. Oui. Donc, d'abord, les camps d'entraînement, ça, c'est la période la plus intense pour nous en tant qu'entraîneur. Puis là, vous êtes combien d'entraîneurs? Parce que je t'ai parlé un petit peu au préalable, là. Vous êtes beaucoup quand même. Oui, on est 11 entraîneurs. Mais le truc, c'est qu'on pendant le camp d'entraînement, on peut se ramasser à 90 joueurs au camp d'entraînement. Wow! Et puis, c'est pour ça qu'on est beaucoup d'entraîneurs. Mais par contre, même dans les équipes universitaires, ils peuvent être parfois plus que 100 joueurs. OK. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entraîneurs au football. Ceci étant dit, pendant le camp d'entraînement, c'est la période dans laquelle on est le plus actif. Donc, on travaille tous les jours. Nos journées commencent essentiellement, on a une pratique ou un entraînement le matin. Ensuite, il y a une pause dîner. On analyse les vidéos de l'entraînement. Et par la suite, on révise les vidéos avec les joueurs. Donc, c'est des réunions dans une situation pas mal de salle de classe. Et puis, on enseigne les corrections aux joueurs. On enseigne peut-être des nouvelles stratégies aussi. Et puis ça va tous les jours, peut-être pendant environ 1 mois. Une fois que le camp d'entraînement est terminé, c'est la saison régulière. Et puis là, c'est un petit peu plus, pas calme pour les joueurs, mais ils ont plus de temps pour se reposer. Donc, c'est-à-dire, ils vont être sur le terrain pour pratiquer peut-être 3 fois par semaine. Mais nous, on travaille à tous les jours. Donc, la première partie de la semaine, c'est donc réservé à préparer un plan de match pour nos adversaires. Par la suite, on enseigne le plan de match aux joueurs, il y a les entraînements et tout. Et après, il y a le match. Donc, essentiellement, au courant de la saison régulière, la semaine est divisée de la sorte. Et par la suite, une fois que la saison régulière est terminée, c'est la saison morte, c'est vraiment plus relax. Quand on travaille, c'est 5 jours semaine, 9 à 5. Donc, c'est beaucoup plus relax au courant de la saison morte que durant... OK. C'est vraiment plus le camp d'entraînement qui est intense. Oui, camp d'entraînement. Puis pendant la saison, en tant qu'entraîneur aussi, là, nous, on travaille tous les jours. Et puis, les joueurs, eux, ça leur permet de se reposer pour le prochain match. OK. Puis là, j'ai comme une question qui me brûle les lèvres. Tu sais, j'imagine qu'avant de vouloir être coach, tu voulais être un joueur professionnel. Ouais. C'est quand que ça s'est fait, ce shift-là, de se dire comme, finalement, non, je veux pas être joueur, je veux être coach. Pour parler un petit peu de mon background, j'ai commencé à coacher, j'avais 14 ans. Donc, j'ai joué au football environ toute ma jeunesse. J'ai fait du sport toute ma jeunesse. Donc, j'ai joué au football de 6 ans jusqu'à 22 ans. Et puis, j'ai commencé à coacher à 14 ans l'équipe à mon petit frère.
Donc, ouais, c'est mon père, dans le fond, il leur manquait un coach, puis mon père, il a donné mon nom, puis moi, j'étais frustré, tu sais, de me faire donner mon nom comme ça, puis comme, je pense que j'étais plus frustré du fait qu'il ait donné mon nom sans m'en avoir parlé qu'autre chose, mais j'étais frustré, puis on s'était plus pogné, mais bref, dès la première saison que j'ai coaché mon frère, j'ai eu la piqûre pour le coaching. Et puis, je savais que c'était là-dedans que je voulais me brancher dès que j'aurais fini de jouer. Donc, je voulais jouer le plus longtemps que je pouvais. Et puis, lorsque je terminais de jouer, je savais que je voulais être un entraîneur de foot. Que ça soit juste temps partiel ou bénévole, ou évidemment, le but, c'était quand même d'en faire de mon métier. Mais À la base, c'était quand même, dès le départ, tu voulais faire ça ton métier ou tu sais? Oui, ben, évidemment, c'était le but d'en faire de mon métier, mais même si ça devenait que c'était juste à temps partiel ou même bénévolement, pour moi, je savais que je voulais coacher le football pour le plus longtemps possible, après que j'aurais terminé de jouer. Donc, pour moi, ça a commencé vraiment à un très jeune âge. Et puis, Parce que dans le fond, la première fois que tu l'as fait, ce que tu as réalisé, c'est que tu avais une bonne capacité de. Tu sais, quand ton père t'a mis dans cette position-là, puis ça t'a un petit peu fâché, mais au final, ça t'a fait réaliser quoi? Que tu étais. Je voulais faire ça. C'était mon but premier de faire ça pour le plus longtemps. Parce que tu es bon pour motiver, puis ça te fait sentir bien. C'est quoi qui est derrière? Oui, ben, moi, le truc qui me trippe le plus, c'est ouais. quand que je vois un joueur se développer. Quand je le vois passer du point A au point B, puis que j'ai fait partie de son développement, c'est ça vraiment que je trippe le plus. Et puis le football, c'est juste que ça la donne que c'est le sport que j'aime le plus, mais essentiellement, pardon l'anglicisme, mais driver envers ça, c'était le fait que je pouvais développer un joueur, le faire passer du point A au point B en enseignant des leçons de vie. Pour moi, il n'y avait rien de mieux que ça. Fait que c'était vraiment ça qui tripait le plus quand j'ai commencé à coacher. Puis pour moi, c'était plus facile que de jouer. Quand que je jouais, j'étais un petit peu plus nerveux. Avant les matchs, j'étais un petit peu plus anxieux, mais quand je coachais, pour moi, c'était juste plus facile. OK, fait que le shift, admettons, quand tu as décidé, OK, ça ne me dérange pas de ne pas devenir joueur professionnel, mais de devenir plutôt coach, c'est à quel âge à peu près que tu as su ça? Des alentours, quand j'étais à l'université, je savais que je voulais coacher pour en faire dans ma vie, mon métier, mais avant ça, je savais que j'allais faire une carrière dans le sport. Tu entretenais quelque chose par rapport au sport, mais tu ne savais pas encore exactement quoi. Exact. Puis évidemment, oui, je voulais être joueur, je voulais jouer au hockey, je voulais jouer au football. Il y avait tout ça quand j'étais petit, mais après ça, j'avais prof d'éducation physique qui m'intéressait parce que, encore une fois, c'était avec le sport. Mais je savais que j'allais faire quelque chose avec du sport, que ce soit même un hobby ou quoi que ce soit. Je savais que j'allais faire quelque chose dans le sport. Fait que toi, quand tu étais jeune, tu tripais sur le sport. Est-ce que tu peux. Parle-moi de toi quand tu étais jeune, puis comment tu as fait ton parcours après, genre. Fait que tu as coaché, tu jouais. Puis après ça, quoi? Tu es allé au cégep? Y a-t-il quelque chose de particulier? Tu es allé en quoi, toi, au cégep? Donc, je me souviens en secondaire 5, puis je ne sais pas s'ils font encore ça, mais on avait un cours, ça s'appelait Enseignement de choix de carrière. Et puis, littéralement, ils donnent un livre avec tous les programmes de cégep dans tous les cégeps au Québec. Et puis, j'avais regardé pourquoi qu'il y avait dans le sport, peut-être administration sportive, des cours de coaching ou quoi que ce soit. Puis, j'ai rien trouvé. Rien. Donc, je me souvenais qu'il y avait un coach du nom de Vince Lombardi aux États-Unis, qui est peut-être un des plus grands coachs de football que j'ai jamais eu. Et puis, lui, il avait un degré universitaire en business management. OK. Donc, en administration des affaires. Et puis, donc, je me suis dit, OK, si lui, ça a été son parcours académique, ben, je vais essayer de suivre un petit peu ça aussi. Donc, je suis allé au Cégep du Vieux-Montréal en sciences humaines, administration. Par la suite, rendu au Cégep, j'ai étudié les parcours des coachs un petit peu plus. Donc, j'ai regardé peut-être 10, 15 coachs qui avaient coaché aux États-Unis. OK. Et puis, je me suis rendu compte que leur parcours était tout différent. Donc, il y avait du monde qui ont eu des degrés, en administration. Il y en a d'autres qui en ont eu en finance, en économie. Bill Belichick, ceux qui le connaissent, il a eu un degré en économie. Celui qui venait le plus souvent, c'était en enseignement.
Il y a eu aussi en génie. Donc, il y avait plusieurs entraîneurs qui ont eu leur formation en génie pour devenir ingénieur. Il y a eu des avocats en droit. Même s'il n'y avait pas un lien nécessairement avec le sport, c'était dans le fond, tu sais, c'est de muscler son cerveau, dans le fond. C'est de choisir une spécialisation, puis après, de la mettre dans le sport, ça s'intègre bien. Fait que toi, tu as fait économie puis éducation. C'est ça, j'ai fait économie d'abord à McGill. OK. Et puis, je sentais que l'éducation, ça serait peut-être bon aussi. Donc, je suis allé à l'Université d'Ottawa par après pour faire, ça s'appelle Teachers College. Donc, ce que c'est une fois que tu as un bac en Ontario, avant c'était 1 an, mais maintenant c'est 2 ans, puis ils te donnent ta formation et un bac en enseignement aussi. OK. Donc, j'ai fait ça à l'Université d'Ottawa en Ontario. Puis, ce qui est cool avec l'Université d'Ottawa, c'est que c'est bilingue. Donc, tu choisis de faire le programme en anglais ou en français. OK, cool. Donc, mais ça m'aide à faire le lien avec une question qui est posée par quelqu'un. Puis en live en ce moment, il y a 20 personnes qui nous regardent à peu près. Puis pour tout le monde, il y en a qui viennent d'arriver, peut-être je suis avec Patrick Bourgon, un entraîneur adjoint du Rouge et Noir d'Ottawa, de la LCF. Donc, il y a une fille qui demande, Éléonore, comme tout coach, peu importe le domaine, il y a tout le temps un aspect humain qui est important. Est-ce que ça t'est arrivé de devoir faire face à des joueurs qui ne coopéraient pas? Puis comment tu gères ça pour créer le sentiment d'équipe quand quelqu'un coopère peut-être moins? Oui, donc. Parce que c'est dans des techniques d'éducation, justement. Exact. Mais donc, ce qui est différent entre le coaching puis l'enseignement, c'est que en tant qu'enseignant, la grande majorité, ben, je veux dire, tu ne sais pas si les élèves ils ont vraiment le goût d'apprendre ce que tu enseignes. Tandis qu'en tant que coach, tout le monde qui est là, c'est leur passion à eux aussi. Donc, il y a ce côté-là que tu n'as pas autant de gestion à faire de ce côté-là de discipliner. Par contre, la façon la plus facile de discipliner ces cas-là au football, c'est juste carrément d'empêcher leur temps de jeu. Donc, de couper dans leur temps de jeu. C'est tout. C'est tout simple que ça pour nous. La raison, je veux dire, chaque joueur veut jouer, puis nous, évidemment, en étant au niveau professionnel, les joueurs savent, si je veux faire de l'argent, il faut que je joue. Ouais. Donc, si je ne joue pas, donc c'est la façon pour nous qui est la plus facile. On n'a pas besoin de discipliner, où il n'y a pas de cris après les joueurs, rien de ça. Parce que c'est OK, ben regarde, nous autres, on fait ça de cette façon-ci, puis ça ne fonctionne pas, tu ne joueras juste pas, tu ne pratiqueras pas, puis c'est ça qui est ça. OK. Maintenant, pour créer le sentiment d'appartenance d'équipe, j'ai eu la chance de rencontrer Bill Belichick, qui est un des plus grands coachs aux États-Unis, il y a quelques années. Et puis, lui, ce qu'il a expliqué, c'était que il y a une grande phrase en anglais qui dit « There's no I in team ». Donc, il n'y a pas vraiment d'individualité. Il n'y a pas de « je », c'est le « on », le « oui ». Mais par contre, ce qu'il a expliqué, c'est en anglais encore « If you shuffle it around, there's a me somewhere ». Donc, lui, sa philosophie, c'était que si tu t'adresses à chaque individu pour s'assurer que cet individu-là, au travers de l'équipe, comprend son rôle et tu lui donnes tous les outils nécessaires pour accomplir sa tâche, c'est tout ce que tu as besoin. Lui comprend qu'il j'ai un rôle important au sein de l'équipe. Ouais. Les coachs me donnent vraiment tout ce qui est nécessaire pour que j'aie du succès dans ce rôle-là. Donc, bref, philosophiquement, pour créer le sentiment d'équipe, c'est ça, d'expliquer à tout le monde, OK, tu as un rôle, tu es important à l'équipe, puis tu lui donnes tous les outils à chaque individu pour faire en sorte qu'il y ait du succès dans ce rôle-là. Oui, exact. Puis, j'ai une autre question de quelqu'un qui me demande, autre que les joueurs, est-ce que c'est quel type de professionnel que tu côtoies au quotidien dans ton travail? J'imagine qu'il y a les autres coachs. Oui, exact. Donc, évidemment, il y a les autres coachs, mais dans le sport professionnel, il y a vraiment 2 branches. Donc, tu as le coaching, et puis tu as tout ce qui est administration et dépistage. En anglais, c'est des scouts. Donc, tout ce qui est dépistage et administration, c'est de l'autre côté. Pour mon parcours encore, j'ai été chanceux. J'ai commencé dans la branche dépisteur administration et par la suite, j'ai changé, je suis allé dans le coaching. Donc, pour du monde qu'on côtoie, il y a tout ce qui est dépisteur, administrateur, tout ce qui est aussi gestion de l'équipement, il y a les physios, toute l'équipe médicale. Donc, on a des médecins qui travaillent avec nous en médecine sportive, on a tous les physiothérapeutes. Donc, pour moi en tant que coach, c'est tout ce monde-là. Donc, oui, il y a les coachs, il y a les joueurs, mais aussi tous les dépisteurs avec lesquels on travaille, les administrateurs.
et puis le monde du personnel médical. OK, cool. Puis, tu penses, là, mettons que tu ne serais pas coach, tu penses que tu serais quoi? Tu sais, maintenant que tu t'es tout développé, ça fait combien de temps que tu fais ça, tu dis? J'ai commencé en 2013 avec le Rouge et Noir. OK, fait que ça commence à... Ça fait 7 ans. 7 ans. Ouais. Puis là, aujourd'hui, là, mettons, tu penses que ça, ton parcours, autant que tu as étudié, comme tu dis, en économie, en éducation, là, tu es devenu coach, y a-tu un autre métier que tu te dis, bon, mais si je n'étais pas coach, c'est ça que je ferais? Ouais, moi, ça serait enseignant. Enseignant. Oui, donc, je te mentirais pas, l'économie, c'était le fun, je suis content de l'avoir étudié, mais je me suis vite rendu compte que de faire ça tous les jours ou de administration des affaires, finances, tous ces cours-là, pour moi, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Et puis, j'ai quand même terminé mon bac, puis je suis vraiment content de l'avoir fait parce que je me sers beaucoup des principes que j'ai appris pour mon coaching. Donc, tout ce qui est analyse des adversaires, les tendances, je me sers beaucoup de ce que j'ai appris en économie dans le football. Ouais. Par contre, ouais, je serais plus branché vers l'enseignement, je te dirais. Mais parce que tu aimes le côté humain, dans le fond. Tu sais, tu disais que c'est développer les gens. Fait que ce soit développé dans le sport ou développé dans autre chose, dans le fond, c'est le développement humain. Puis pour être bien honnête, même si pour moi, c'était de coacher des jeunes au secondaire. Ouais. Pour moi, ça me dérange pas. C'est le fait que je coach un jeune parce c'est la même approche pas mal, même avec les pros. Tu coaches un individu, tu coaches quelqu'un, puis tu l'aides à s'améliorer, puis tu l'aides à se développer. Puis... Mais toi, tu vois pas de différence, justement? Il n'y a pas un niveau, mettons, de gérer un adulte, comme des fois difficile ou pas? Il n'y a pas tant de différence. Non? Non. Puis ce que je veux on dire, reste des enfants toute notre vie, dans le fond, c'est ça, hein? Ben, ce que je veux dire, par contre, ouais, c'est plus qu'on donne peut-être pas assez de crédit aux jeunes. Quand que je coachais des jeunes, ou même j'ai fait pendant mon cours d'éducation, par contre, j'ai fait des stages en enseignement. Ouais. Donc, on donne peut-être pas assez de crédit aux jeunes, puis ils sont plus matures qu'on peut peut-être le penser. Puis, souvent, c'est peut-être parce qu'on les traite comme des jeunes qui agissent de cette façon. Ah, c'est intéressant. Donc, ça, c'est selon mes expériences à moi. Je peux pas... Fait que tu les traites pratiquement de la même façon. Fait que pour toi, tu vois pas vraiment de différence. Oui, je les traite de la même façon dans le but. L'approche est différente. Je veux dire, on n'apprend pas tous... On a tous un bagage différent. Ouais. Chaque individu apprend différemment. Donc, l'approche est différente. Mais au point de vue d'approche globale, oui, je suis là pour t'aider toi, puis je vais te donner tous les outils pour t'aider du succès dans les tâches que tu as à faire. Ça ne change pas. Mais évidemment, l'approche va être différente envers chacun. Ça, c'est... Ça, cool. Ouais, puis, y a-tu quelque chose, mettons, dans ton parcours professionnel, de carrière, d'école, qui pourrait nous impressionner? Y a-tu quelque chose comme, justement, tu as dit économie, éducation, y a-tu une gaffe professionnelle que tu considères que tu as fait ou pas pantoute? Une gaffe? Mais je ne te mentirais pas, une gaffe que je vois beaucoup de monde faire dans notre métier. Puis, je suis sûr que ça s'applique dans le marché du travail. C'est que la grande majorité des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ils ont comme un sentiment que je suis trop bon pour la tâche qui m'est donnée présentement. Donc, je mérite peut-être un poste plus haut, une promotion tout de suite. Donc, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, souvent, ils n'ont pas vraiment un sentiment qu'ils doivent travailler sur la tâche présentement qui leur est donnée. Donc, c'est beaucoup plus important de se concentrer sur la job qui est présentement que de commencer à penser, OK, je veux cette promotion-là, puis la job qui m'est donnée, je suis trop bon pour ça, donc pourquoi je me casserais la tête là-dessus? Mais en tant qu'employeur, lui, il doit faire les tâches qu'il t'a données, il te voit scraper ça parce que toi, tu penses que tu es meilleur, tu vaux plus que les tâches qui te sont données, puis c'est là qu'après, tu n'as peut-être pas le succès que tu veux. Donc, Donc, la patience. Exact. Que gaffe que j'ai vu du monde faire, c'est exactement, ils n'ont pas été patients, puis ils se concentraient tout de suite à la promotion, sans se concentrer sur les tâches qu'ils avaient à faire présentement. Ça fait un parallèle intéressant avec le moment présent, dans le fond. Comme quand tu es à 100% dans le moment présent,
puis que tu fais justement la tâche du moment présent, Exact. tu as peut-être plus de chances d'arriver, d'avancer que de trop tout le temps te projeter dans l'avenir puis de manquer l'opportunité-là. Exact. Puis oui, c'est important d'avoir un plan de 5 ans, un plan de 10 ans, surtout dans notre métier, mais c'est beaucoup plus important de se concentrer sur les tâches que tu as à faire présentement, puis de t'assurer que tu fais un bon travail présentement avant de commencer à monter. Puis j'imagine, toi, t'en avais un plan, comme tu dis, 5 ans, 10 ans pour te rendre où t'es rendu. Ça a été quoi comme, tu sais, rapidement, là, comme les étapes, tu sais, quand t'es sorti de l'université pour te retrouver où t'es, là? Ouais, donc je savais que je voulais me brancher au niveau professionnel le plus tôt possible. Quand même que ça soit juste comme bénévole, stagiaire, je voulais juste un pied dans la porte. Ouais. Et puis j'ai eu cette opportunité-là à Ottawa, ici avec le Rouge et Noir, en 2013. Puis ils m'ont comme branché, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, dans l'administration puis le dépistage. J'ai adoré ça, mais par contre, je savais que je voulais coacher. C'était vraiment ce qui me tripait le plus. Et puis, par la suite, j'ai passé 6 mois pendant une saison morte. Ici, je suis allé coacher en France. Donc, en 2015, je suis allé coacher en France pendant 6-7 mois de temps. Et puis, par la suite, je suis revenu avec le Rouge et Noir en tant que coach parce qu'on a vu que j'avais l'expérience nécessaire pour. Donc, dans les 7 dernières années, c'était pas mal ça mon plan. Je voulais commencer d'abord mettre mon pied dans la porte, me brancher de niveau coaching. Et après ça, c'est vraiment tranquillement, pas vite, commencer à grimper les échelons. Tu sais, t'as été quand même humble. Comme tu disais tantôt, tu sais, la gaffe que peut-être certaines personnes vont faire, c'est comme, hey, j'ai étudié là-dedans, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ben, je mérite ça. Donc, tu as été peut-être plus humble. Ça me fait penser à une quote, c'est en anglais, là, mais on pourrait la traduire, c'est Stay committed to your goals, but flexible in your approach. Fait que d'avoir un but qui est précis, bien une approche qui peut être flexible. J'ai l'impression que c'est ce que tu as fait parce que tu savais que tu voulais être coach. Ton but, c'était d'être coach, mais tu ne savais pas si tu voulais faire ça professionnellement, bénévolement. Exact. Tu voulais juste être ça. Puis tu as été super, peut-être flexible. Puis peut-être ce qui a fait que quand on t'a proposé d'aller en France, tu as pris l'opportunité parce que tu n'étais pas « Non, moi, c'est exactement ça que je veux faire de cette façon-là. » Tu as été peut-être plus ouvert. Exact. Puis j'aime ce que tu as dit au point de vue de ne pas être concret vraiment dans l'approche, mais d'avoir... Il y a plusieurs chemins pour se rendre où on veut se rendre. Mm-hmm. Ça c'est toujours le cas. Et puis, je savais aussi que je voulais où que je voulais me rendre, mais comme tu as dit, les chemins, ça l'a donné souvent comme ça. Et puis ouais, je suis juste allé de l'avant avec ça, mais ouais, il y a plusieurs chemins pour se rendre où on veut se rendre, surtout dans notre métier. Ben oui, puis de quoi, toi, tu dirais que tu es le plus fier dans ton parcours à toi, justement? Qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu repenses à d'où tu viens puis où tu es rendu en ce moment? Pour être bien honnête, il n'y a pas tant de choses que ça qui... Comment je pourrais expliquer ça? C'est quand j'étais plus jeune, je savais ce que je voulais faire. Ouais. Et puis, je suis allé de l'avant avec ça, mais dans ma tête, j'ai tout le temps été anxieux. Il y a beaucoup de monde qui me disait, écoute, combien de coachs qui arrivent à coacher professionnel? Combien ça arrive juste. Ouais. Et puis, si je pouvais juste laisser un message avec ça, ça serait que de juste croire en le destin, ton gut feeling ou tes habilités, ouais, mais de croire à ce que les points plus tard, ils vont se connecter. Si tu es proactif dans ton approche, si tu as une bonne éthique de travail et puis tu traites le monde de la bonne façon, les points vont se connecter en quelque part. Et puis, c'est ça que je savais ce que je voulais faire, mais j'étais tellement anxieux parce que tout le monde me disait que ça se faisait pas. Ouais. Mais juste le fait de croire, je veux dire, mais comment tu faisais pour y croire, justement, quand les gens à l'extérieur te disaient « Ah, ça sera pas possible ». Un petit peu de être dur, là, je te mentirais pas. mais je veux dire, j'ai toujours été proactif dans mon approche. Je travaillais fort, puis tu le voulais vraiment. Ah ben oui. Tu voyais pas d'autres options parce que toi, dans le fond, tu sais, à l'extérieur du sport, as-tu comme des hobbies qui te représentent autant que ça? Oui, j'avais peut-être pas d'option, mais c'est important d'avoir un plan B aussi. Ouais. Parce que surtout dans le niveau du football, dans le sport professionnel,
c'est très contingenté. Et puis, il y a beaucoup de changements. Ça change à tous les ans. Tu peux te faire envoyer sans que ça soit de ta faute. Je veux dire, ton patron se fait renvoyer. Et toi, tu suis ton patron. Donc, ça change à tous les années. Par contre, c'est très important d'avoir un plan B. Tu ne peux pas vraiment approcher une carrière dans le sport sans avoir une carrière à l'extérieur de ça, dans laquelle que tu peux t'investir tout de suite après. Donc, toi, ce serait l'enseignement. Exact. Okay. Et pour d'autres, comme je mentionnais plus tôt, sont peut-être avocats ou sont ingénieurs. Ouais. Il y a toujours... Je suggère pas à personne de t'approcher une carrière dans le sport sans avoir un plan B prêt si jamais ça ne fonctionne pas. Mais de ne pas trop le nourrir en même temps, puis nourrir vraiment beaucoup le plan A. Exact, oui. Tout à fait, mais c'est quand même important d'avoir je comprends. Le truc parce que ça arrive à tout le monde. Je veux dire, il y a du changement continuel dans le sport professionnel. Ouais. C'est très important, puis je suis vraiment content de l'avoir fait, pour être bien honnête. Ben, en tout cas, bravo! Puis là, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, fait que j'aimerais ça apporter quand même amener la discussion sur la situation actuelle. Dans le fond, je la poserai comme en 2 temps. Premièrement, toi, comment tu vis ça, la situation actuelle, mais aussi, est-ce que tu es en lien avec les membres de l'équipe et comment eux, ils prennent ça? C'est des joueurs professionnels de pas nécessairement pouvoir faire leur passion à tous les jours. C'est comment? Oui, c'est difficile parce que la semaine dernière, on était censé commencer notre camp d'entraînement. Pardon. Et puis là, il fait beau. Non, c'est très difficile. On était censé la semaine dernière. On a des appels Zoom conférenciers avec les coachs à tous les jours, pas mal, ou 5 fois semaine. Et puis, par contre, avec les joueurs, on ne contacte pas les joueurs. On n'a pas le droit de contacter les joueurs selon leur syndicat. Parce que, étant donné la pandémie, je veux dire, il faut qu'ils trouvent peut-être un autre emploi et tout. Donc, ouais, on n'a pas le droit de les contacter du tout. OK. Mais vous, en tant que coach, vous gardez votre cocon solide puis vous parlez. Exact. Ouais, on se parle à tous les jours et puis, donc pour nous, ça continue. On continue à faire nos analyses, des simulations de matchs dans les moments présents, mais il n'y a pas de communication autant que ça avec les joueurs. On n'a pas le droit d'organiser une rencontre virtuelle avec eux, rien comme ça. Donc, pour nous, c'est très... On est en attente, il faut être patient. Puis... Oui, ça doit être assez particulier quand même. C'est pas quelque chose qu'on peut prévoir comment qu'on va se sentir ou comment les autres vont se sentir. Donc, non, c'est ça, ouais. OK, ben en tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Patrick est mentor sur Academos, donc tu vois que c'est ton petit côté enseignant, coach qui vient. Donc, tu as décidé de t'impliquer pour être mentor sur Academos. Merci encore une fois. Donc, s'il y en a qui ont été trop gênés pour poser leurs questions, Patrick est disponible sur Academos. Son profil a été activé la semaine dernière. Puis, peut-être que j'ai le temps de juste te demander si j'avais une baguette magique. Je demande souvent ça pendant le Passion contagieuse. Si j'avais une baguette magique puis je te retournais à 17 ans, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 17 ans, Pat? Bien évidemment, il y avait le truc du fait de juste croire que les points allaient s'aligner plus tard. Mais aussi un autre truc, je ne conseille pas ça à personne, mais moi j'ai fait mon bac en 5 ans. Mon premier bac à McGill parce qu'on m'avait dit je jouais dans l'équipe de football là-bas. Et puis, on m'expliquait que tout le monde prenne leur temps à faire leur bac. Les années d'éligibilité, pour jouer au football, c'est 5 ans. Donc, tout le monde fait ça. Étire-le. Oui, c'est ça. Puis en plus, j'étais beaucoup plus passionné par le football que l'économie, on va le dire. Là. Mais... Ça a été trop long. Oui, exact. Ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment me concentrer à le faire le plus tôt possible. J'ai un de mes collègues avec le Rouge et Noir, justement. Lui, il a joué ses 5 années d'éligibilité, mais il a fait son bac en 3 ans. Après ça, il a fait une maîtrise. Donc, voilà. Donc, tu te dirais, hey, fais-les en 3 ans, fais-les one-shot, tire le plaster. Oui, non, tout à fait. Donc, si j'avais quelque chose à refaire, ça serait ça. Bon. Cool. Ben, merci. Puis, bonne chance avec la suite des choses. Puis, voilà. Merci. Merci encore pour cette journée-là. Toi aussi. All right, bye. Bye.